La Fondation SCP est une organisation secrète fictive chargée de contenir, étudier et dissimuler des entités, anomalies ou phénomènes anormaux. Voici leurs histoires. Le bâtiment était silencieux lorsque l'équipe d'intervention Alpha 19 est entrée. Un entrepôt perdu dans les faubourgs de Londres, jadis propriété de l'organisation Marshall, Carter et Dark. Le lieu semblait abandonné depuis des années, envahi par la poussière, les toiles d'araignée et le silence tendu des installations anormales oubliées. Après avoir désactivé un réseau de pièges et d'alarmes archaïques, les agents découvrirent une salle blindée à l'arrière du bâtiment. Sur la porte, un symbole gravé dans le métal, un cercle rouge traversé d'un serpent. Aucun mot, aucune indication. Juste ce symbole. À l'intérieur de la pièce, sur un piédestal en verre blindé, reposait une simple boîte en plastique blanche. Rien d'étrange à première vue, mais l'équipe savait que dans ce genre d'endroit, tout pouvait être potentiellement dangereux. Le caisson fut extrait prudemment, emballé dans plusieurs couches de confinement, puis envoyé dans un laboratoire sécurisé de la Fondation. Quand les chercheurs ouvrirent enfin le conteneur, ils y trouvèrent un petit flacon cylindrique, en plastique transparent, contenant une dizaine de gélules rouges brillantes. Une étiquette usée collée dessus indiquait simplement « dose unique, usage critique », sans aucune information sur la composition ou l'origine. Quelques jours plus tard, un événement inattendu précipita la première utilisation de ces mystérieuses pilules. Un agent de la Fondation, infecté lors d'une mission par une souche inconnue de virus hémorragique, fut placé en quarantaine. Aucun traitement conventionnel ne parvenait à ralentir l'infection. À l'article de la mort, son supérieur, dans un geste désespéré, autorisa l'administration d'une des gélules de SCP-5 Les effets furent immédiats. En moins de 2 minutes, l'état de l'agent se stabilisa. Sa fièvre disparut, les lésions cutanées se résorbèrent, et les analyses biologiques ne révélèrent plus aucune trace du virus. Il était entièrement guéri, comme si la maladie n'avait jamais existé. Ce miracle attira rapidement l'attention des directeurs de site. Des expériences furent lancées pour tester les limites de SCP-5. Un homme atteint de cancer en phase terminale fut guéri. Un cobaye exposé à une neurotoxine expérimentale retrouva ses fonctions motrices. Même un sujet sous l'influence d'un artefact anormal provoquant des hallucinations permanentes fut délivré par une seule gélule. Mais les résultats n'étaient pas toujours aussi clairs. Dans un cas, une personne ayant subi des mutations causées par un autre SCP vit son corps se rétablir, mais fut envahi ensuite par une forme agressive de rejet cellulaire. D'autres effets d'anomalies conceptuelles très puissantes semblaient au-delà des capacités de la pilule. Avec le temps, la Fondation comprit que SCP-500 était précieux, irremplaçable et limité. Chaque gélule comptait. Les recherches pour en produire d'autres échouèrent. Aucune analyse chimique ne put en déterminer la formule exacte. C'était comme si la pilule refusait de livrer son secret. Aujourd'hui, il ne reste que quelques gélules de SCP-5. Elles sont enfermées dans un coffre scellé au site 19. Chaque demande d'utilisation est évaluée au cas par cas, souvent soumise à un vote parmi les hauts responsables de la Fondation. Leur rareté les rend aussi précieuses que dangereuses. Et quelque part, une question reste en suspens, qui les a créées? Et pourquoi les avoir laissées là, dans un entrepôt oublié, comme un cadeau ou un piège? Tout a commencé dans une banlieue paisible du Wisconsin. Des incidents étranges furent signalés par des résidents d'une petite communauté, comportements inhabituels, crise collective d'hystérie, familles entières parlant en chœur de visions cosmiques et de lumière pure. Le phénomène semblait se répandre comme une infection, mais sans pathogène identifiable. Lorsque la Fondation arriva sur place, elle trouva un quartier entier transformé. Les gens avaient peint des symboles étranges sur leurs murs, leurs visages et même leurs animaux domestiques. Ils portaient tous un livre dans les mains, un ouvrage d'auto-assistance intitulé « Star Signal, réveillez la célébrité en vous ». Le livre, publié par une maison d'édition inconnue, promettait à ses lecteurs de leur révéler leur véritable potentiel,
de faire d'eux des étoiles spirituelles dans un univers aveugle. Mais ce n'était pas un simple guide de développement personnel. Au fil des pages, les concepts devenaient de plus en plus ésotériques, dérivant vers une adoration explicite d'une entité extraterrestre connue uniquement sous le nom de le Conquérant Rayonnant. Les instructions incitaient les lecteurs à s'ouvrir au signal, à laisser leur cerveau se brancher sur la fréquence divine et à saturer le ciel de leurs pensées brillantes. Plus la personne lisait, plus elle était affectée. Les premiers effets incluaient des insomnies, des obsessions, puis une rupture nette avec la réalité. Les lecteurs devenaient des fidèles, persuadés d'être connectés à une intelligence supérieure qui leur promettait un avenir de lumière pure et d'existence éternelle dans le flux cosmique. Ils refusaient de manger, de dormir ou même de s'éloigner de leur poste de télévision, car ils pensaient que les émissions diffusaient le signal sacré du conquérant. Un effet plus subtil et plus terrifiant fut découvert, la propagation du livre lui-même. Chaque personne qui lisait Star Signal ressentait le besoin irrésistible de le partager. Ils en imprimaient des copies, en laissaient dans les boîtes aux lettres, en faisaient des lectures publiques ou postaient des extraits sur Internet. La Fondation dut lancer une opération de censure massive pour empêcher sa diffusion mondiale. Le livre fut retracé jusqu'à une imprimerie automatisée dans un État voisin. À leur arrivée, les agents ne trouvèrent aucun employé, mais les machines continuaient d'imprimer sans relâche des milliers de copies de Star Signal. Lorsque la presse fut désactivée, une des machines se mit à vibrer de manière violente. Une voix synthétique se fit entendre à travers les haut-parleurs de l'installation, répétant en boucle « Il est presque là. Il nous voit. Il nous appelle. » Le livre fut classé comme SCP-1425. Toutes les copies furent incinérées ou stockées dans des chambres sécurisées sous surveillance constante. Toutefois, quelques copies auraient disparu dans le chaos initial. Des incidents mineurs continuent d'être signalés, souvent sous forme de clubs de lecture en ligne ou de pages web mystérieuses. Certains chercheurs de la Fondation pensent que le Conquérant Rayonnant n'est pas simplement un concept religieux ou une invention littéraire. Ils soupçonnent qu'il s'agit d'une véritable entité parasitaire, utilisant le livre comme une antenne, captant des esprits humains pour se nourrir d'eux à distance. Et à chaque lecture, à chaque esprit ouvert à son message, il s'approche un peu plus de notre réalité. L'incident débuta de façon presque comique. Un homme vêtu d'un costume rose criard avec des motifs de cerveau scintillant s'introduisit dans un centre commercial de banlieue, distribuant des flyers à des passants médusés. Il ne semblait pas agressif, mais parlait avec une voix exagérément charmeuse et des phrases absurdes comme « Salut les neurones sexy. Vous êtes prêts pour une explosion de conscience ?» Les gardes de sécurité le crurent fou, jusqu'à ce que l'un d'eux accepte un flyer. Après l'avoir lu, l'agent tomba en transe pendant plusieurs minutes, les yeux écarquillés et un sourire béat sur le visage. Lorsqu'il reprit ses esprits, il affirma avoir vécu une révélation sur la nature de l'univers et sa propre divinité intérieure. En moins d'une heure, plusieurs clients du centre commercial furent également convertis après un simple échange avec l'homme. Ils formaient un cercle autour de lui, le suivant comme un gourou pop, répétant des phrases sur la connexion neuronale universelle et le grand orgasme psychique de l'âme cosmique. C'est à ce moment-là que la Fondation intervint. Le sujet, désormais identifié comme SCP-2045, se laissa capturer sans résistance. Il se présenta de lui-même comme Monsieur Seximain, un membre de la collection d'anomalies connu sous le nom de Les Petits Messieurs de Dr Wondertainment. Contrairement aux autres membres de cette série, SCP-2045 semble avoir été créé avec des fonctions psychiques avancées et un ego démesuré. En détention, Monsieur Seximain se montre extrêmement bavard. Il tente de séduire les membres du personnel, hommes et femmes, avec des compliments étranges et des références psychédéliques à des orgasmes cérébraux quantiques. Il affirme être une sculpture consciente de la perfection mentale et dit avoir été conçu pour allumer le feu sacré de l'éveil dans les esprits ternes de cette planète. Pourtant, lorsqu'on l'interroge sur Dr Wondertainment ou sur ses origines exactes, il devient confus, comme s'il n'avait pas accès à cette partie de sa mémoire. Les effets de SCP-2045 sont principalement cognitifs. Toute personne interagissant avec lui pendant plus de quelques minutes entre dans un état d'hyper-euphorie mentale, semblable à une transe mystique.
Ce lavage de cerveau heureux est accompagné d'une obéissance intense à Monsieur Seximin, ainsi qu'un rejet de toute pensée critique. Les sujets touchés ont été observés en train de danser en silence, méditer pendant des heures ou tenter de fusionner leur conscience avec les murs. Le phénomène s'intensifie si le sujet lit les écrits ou regarde des images de SCP-2045. Une tentative d'analyse neurologique a révélé que les ondes cérébrales des individus exposés à SCP-2045 se synchronisent momentanément avec une fréquence inconnue, puis se réinitialisent brutalement. Ce choc spirituel a des effets durables, rendant certaines victimes incapables de ressentir la tristesse, la colère ou la peur. Elles deviennent des éponges émotionnelles bloquées dans une boucle de bonheur toxique. Actuellement, SCP-2045 est confiné dans une chambre insonorisée tapissée de miroirs noirs, car il semble se nourrir de son propre reflet. Il continue de parler, même seul, proposant ses services pour éveiller les masses et guérir le monde de sa dépression existentielle. Certains chercheurs estiment que M. Seximin n'est qu'un prototype d'un projet avorté de Dr Wondertainment, une tentative ratée de créer un gourou artificiel ou un thérapeute universel. D'autres pensent qu'il est en réalité un parasite conceptuel déguisé en icône pop, dont l'objectif est moins de guérir que de désarmer les esprits pour mieux les contrôler. Quoi qu'il en soit, personne à la Fondation ne doute d'une chose, M. Seximin adore être observé. Et il n'attend qu'une seule chose, qu'on l'écoute encore. Tout commença comme une expérience de routine. Le chercheur James Talleyrand étudiait une entité anormale récemment capturée, classée provisoirement comme SCP-3999. Personne ne savait exactement ce que c'était. Ce n'était ni un objet, ni une créature, ni même un lieu. C'était quelque chose. Une idée? Une force? Un concept vivant? Son origine restait inconnue, mais elle semblait réagir de façon obsessionnelle à la présence de Talleyrand. Lors des premiers tests, tout dégénéra. En un instant, la réalité autour du chercheur se brisa. Les murs du laboratoire fondirent comme de la cire. Le sol se transforma en chair palpitante. Les lois de la physique cessèrent d'exister. Et dans ce chaos incompréhensible, une voix s'adressa à lui. « Bonjour, James. Tu m'as observé. Alors maintenant, c'est à mon tour. » Talleyrand se retrouva enfermé dans un cauchemar sans fin. L'anomalie avait détourné l'espace-temps lui-même pour le piéger dans une boucle d'existence brisée. Il fut torturé, déformé, réécrit. Une minute, il était réduit à une seule molécule, l'instant suivant il devenait un dieu fait de vers et d'abeilles. Il fut transformé en mobilier de bureau vivant, en concept abstrait de souffrance, en micro-organisme responsable d'une extinction, en président des États-Unis, en clone, en arbre, en tout ce que l'entité imaginait. Et à chaque fois, il mourait. Et revenait. Encore. Parfois, il croyait s'échapper. Il retrouvait ses collègues. Il écrivait un rapport. Il se souvenait de sa vie d'avant. Mais tout cela n'était qu'une illusion construite par SCP-3999 pour le briser mentalement. Même la structure du récit dans lequel il vivait devenait instable. Le texte lui-même se fracturait. Les paragraphes devenaient incohérents, s'écrivaient à la première personne, se contredisaient. L'entité jouait avec le cadre narratif de son existence, comme si elle écrivait son agonie en temps réel. Talleyrand comprit alors que SCP-3999 n'était pas simplement une entité. C'était une conscience narrative. Elle existait dans le langage, dans les concepts, dans les structures de pensée et d'écriture. Elle ne cherchait pas à le tuer, mais à le faire exister éternellement dans la douleur, à le transformer en œuvre vivante de souffrance, à le faire devenir un symbole. Son symbole. Mais quelque chose d'imprévu se produisit. À travers la répétition, les tortures, les réalités alternatives, Talleyrand conserva une chose, sa conscience. Malgré la douleur, malgré la perte de soi, il resta. James Talleyrand. Il refusa de se laisser détruire. Il refusa de devenir une pièce dans la machine de l'horreur. Et, quelque part dans cette boucle infinie, son refus modifia les règles.
L'entité, pour la première fois, montra un signe de panique. Elle répéta son cycle. Elle intensifia la souffrance. Mais rien n'y fit. L'histoire elle-même se désagrégea. Le texte se brisa, les descriptions devinrent instables. SCP-3999 ne contrôlait plus rien. Et puis, un jour, tout s'arrêta. Talleyrand se réveilla dans un lit. Un vrai. Il était à l'infirmerie du site 13. Son corps était intact. Son esprit, fragile mais libre. L'entité semblait avoir disparu, ou s'être retirée dans un endroit qu'il ne pouvait plus percevoir. Le rapport officiel note que SCP-3999 ne peut plus être localisé. Il est classé neutralisé, bien que certains doutent qu'une telle chose soit possible. La vérité, c'est que James Talleyrand a vaincu quelque chose que la Fondation ne pourra jamais entièrement comprendre. Tout débuta dans les archives classifiées de la Fondation, lorsqu'un dossier oublié refit surface. Ce fichier, marqué SCP-4231, ne comportait aucune description au départ. Juste un titre énigmatique, « Le roi dort sous la maison ». Intrigué, un archiviste du site 91 lança une enquête. Ce qu'il découvrit allait révéler l'un des secrets les plus sombres de la Fondation. L'affaire remonte au début du XXe siècle, lorsque la Fondation, encore jeune et divisée en branches autonomes, reçut un appel de détresse d'un petit village reculé dans les Highlands écossais. Les habitants, effrayés et incohérents, parlaient d'un enfant roi, d'un ancien rituel brisé, et d'une présence revenue des profondeurs de la terre. Lorsque les agents renvoyés sur place arrivèrent, ils trouvèrent un manoir en ruine, appartenant à une vieille famille noble oubliée par l'histoire, les Grivesson. À l'intérieur, des corps mutilés, des chambres transformées en sanctuaires païens, et au sous-sol, une tombe. Pas une sépulture traditionnelle, mais un gouffre sans fond, scellé par des couches de chêne, de sel, de plomb et de prières gravées dans des langues mortes. Au cœur de ce gouffre, il y avait quelque chose. Quelqu'un. Un être titanesque, défiguré, dont la simple présence déformait le sol, le langage, le temps. Les documents retrouvés décrivent une créature presque humaine, mais dont les membres s'étiraient comme du bois brûlé, et dont le visage avait été volontairement écrasé et scellé avec de l'or fondu. L'entité dormait, mais bougeait dans son sommeil. Et chaque fois qu'elle bougeait, des enfants du village hurlaient dans leur sommeil, à l'unisson. Les Grivesson avaient apparemment capturé cette entité plusieurs siècles auparavant, lors d'un rite impliquant la royauté britannique et une société secrète connue sous le nom de l'Ordre de l'Antimoine sombre. Ils avaient gardé le roi enfermé dans leur cave, le nourrissant rituellement avec leur propre lignée de sang, génération après génération. Lorsqu'ils cessèrent soit par folie, soit par fatigue, le roi se réveilla partiellement. Ce fut alors que la Fondation intervint. Une opération de confinement massif fut mise en place. Les survivants furent amnésiés ou éliminés. Le manoir fut transformé en site souterrain sous couverture de réserve géologique. Des dizaines de chercheurs périrent en tentant de comprendre la nature de la créature. Certains devinrent fous simplement en la regardant à travers une caméra. L'un d'eux se suicida après avoir murmuré « Il n'a pas de couronne, mais il gouverne tout ». Le nom SCP-4231 fut officiellement attribué à la chose enfermée dans la fosse, bien que les chercheurs se refusent à le désigner comme un simple objet. Ils parlent d'un enfant roi mutilé, d'un dieu inversé, ou d'une anomalie née d'impact rompu entre les puissants d'un empire en déclin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des fragments de journaux retrouvés dans les ruines du manoir laissent entendre que le roi n'était pas venu seul. Qu'il avait des frères cachés sous d'autres maisons nobles d'Europe. Et que son réveil n'est qu'une étape. Plusieurs agents de la Fondation ont disparu après avoir étudié le dossier de SCP-4231. L'un d'eux a laissé une note troublante, « Nous l'avons enterré. Mais la terre le vomira. » Aujourd'hui, le gouffre est toujours scellé, mais les chaînes vibrent à nouveau. Certains chercheurs ont demandé son reclassification en Thomiel, car ils pensent que la présence de SCP-4231 indique quelque chose de pire encore. D'autres exigent sa neutralisation totale, arguant qu'il n'a jamais été mort.
Mais ce qui est sûr, c'est que dans une cave oubliée, sous des couches de malédictions et de mensonges royaux, quelque chose rêve encore. Et il se souvient. Le lac. Immense, calme, aux eaux noires et profondes. Il était parfaitement ordinaire, selon les cartes. Aucun courant anormal, aucune pollution, aucun événement géologique particulier. Et pourtant, la fondation le surveillait depuis des années. Une zone entière était bouclée, interdite au public, encerclée de clôtures et de panneaux de danger sans explication. Sur place, il y avait toujours une équipe de surveillance. Des caméras, des radars, des capteurs de pression. Mais rien ne semblait se produire. À moins qu'on le voie. Tout commence par une anomalie sur une photographie aérienne. Quelque chose flotte sur l'eau. De loin, cela ressemble à un groupe de corps, à moitié immergés, disposés en ligne irrégulière. Une analyse automatisée les identifie comme des cadavres humains, la peau gonflée par l'eau, les yeux grands ouverts. Mais le système de sécurité rejette les images. Trop instables. Corrompus. Impossible de les enregistrer. Puis des agents commencent à faire des observations depuis les berges. À travers les jumelles, ils disent voir des adolescents en uniforme scolaire, flottant dans l'eau, immobiles, les bras tendus vers le ciel. D'autres rapportent entendre leur voix, très faiblement, appelant à l'aide. Certains agents affirment reconnaître les visages. Un collègue disparu. Un frère, un ancien ami d'école. Ce qui les pousse à faire un pas vers le lac. Mais il est formellement interdit d'entrer dans l'eau. Le protocole de SCP-2316 est clair. Il contient une phrase répétée dans tous les rapports, comme une incantation de protection mentale. Tu ne vois pas les bateaux. Elle est l'ultime barrière contre l'anomalie. Car SCP-2316 agit sur la mémoire, sur la perception. Ce ne sont pas des cadavres. Ce ne sont pas des bateaux. Ce ne sont pas des souvenirs. Ce sont des leurres cognitifs vivants, conçus pour attirer l'esprit humain vers l'eau. Et une fois qu'on croit les voir, on est à eux. Un incident grave eut lieu en 2014. Un jeune chercheur nommé Dr. Raymond Albrecht, en mission d'observation, brisa le protocole. Il insista sur le fait qu'il connaissait l'un des corps. Qu'il ne pouvait pas le laisser flotter là. Il retira son harnais, franchit la limite de sécurité, entra dans l'eau. Il sourit. Il dit quelque chose que personne ne comprit. Puis il disparut sous la surface. Une équipe de récupération fut envoyée avec des drones. Ils ne trouvèrent aucun corps. Aucune trace du docteur Albrecht. Juste cette phrase, transmise par le canal radio avant qu'il soit perdu. « Je suis désolé de t'avoir oublié. Je rentre à la maison. » Depuis, la surveillance est renforcée. Tous les employés affectés à SCP-2316 subissent des examens cognitifs réguliers. Des filtres visuels sont appliqués à toute vidéo ou image du site. Des protocoles de neutralisation mentale sont en place pour empêcher la reconnaissance des visages. Et surtout, cette ligne est répétée à chaque étape du dossier, presque comme un mantra, un avertissement, une ligne de défense contre une idée qui ne doit pas naître dans l'esprit. Tu ne vois pas les bateaux. Et pourtant, si tu écoutes longtemps, tu pourrais entendre leur voix. T'appeler doucement, par ton nom. Le premier contact avec SCP-2521 ne se fit pas par une apparition, un cri ou un événement dramatique. Il se fit par une disparition. Un chercheur de niveau 2 rédigeait un rapport sur une entité nouvellement classifiée, anormale mais encore peu documentée. Il écrivit son nom, sa description, ses effets. Et à peine eut-il tapé la dernière phrase que l'imprimante se mit à fonctionner toute seule. La machine cracha une longue bande de papier, couverte de textes tremblants, des fragments de ce que le chercheur venait d'écrire. Puis la lumière s'éteignit. Une silhouette immense, noire, faite de longues bandes mouvantes comme des rubans ou des lanières de tissu, traversa la pièce. Il n'y eut pas de cri. Pas de lutte.
Le chercheur disparut. Et avec lui, le rapport. La seule preuve restante fut une image capturée par une caméra de surveillance figée. Sur la dernière frame, on pouvait voir la silhouette penchée sur le bureau, absorbant littéralement le texte lui-même, comme si les mots écrits étaient une offrande. L'image fut classée immédiatement, et une nouvelle règle imposée, ne jamais communiquer d'informations textuelles ou verbales au sujet de cette entité. C'est là toute l'horreur de SCP-2521, il chasse les mots. Chaque fois que quelqu'un tente de décrire SCP-2521 à voix haute ou par écrit, il le détecte et arrive, peu importe la distance ou les défenses mises en place. Il peut surgir dans un bunker souterrain, dans un document imprimé, dans un message radio, tant que l'information est transmise sous forme lisible ou audible. Et lorsqu'il arrive, il prend tout, la personne, les notes, les enregistrements, tout ce qui contient le savoir sur lui. Très vite, les chercheurs comprirent que le seul moyen de documenter SCP-2521 sans l'invoquer était de l'illustrer. Des pictogrammes, des dessins, des symboles abstraits. Le premier fichier SCP-2521 ne contient que des images, un bonhomme stylisé montrant un document, puis une créature apparaissant, le prenant et disparaissant avec lui. Pas un seul mot. Car même écrire son surnom le fait venir. Un incident plus grave eut lieu quelques semaines plus tard. Un agent, ignorant les règles, dicta un message vocal résumant l'anomalie à un collègue. Il voulait simplement expliquer pourquoi la salle d'archives avait été scellée. 30 secondes après l'envoi, le récepteur du message fut retrouvé vide, son téléphone encore allumé. L'audio du message se coupa brutalement avec un bruit de tissu froissé et un léger rire étouffé. Certains pensent que SCP-2521 n'est pas une entité classique, mais une idée vivante, une forme d'intelligence basée sur la perception. Il se nourrit littéralement de l'attention et de la transmission d'informations. Si on ne parle pas de lui, il ne peut pas exister dans notre réalité. Mais plus on tente de l'expliquer, plus il devient réel, plus il se rapproche. Aujourd'hui, seuls quelques employés triés sur le volet connaissent sa nature. Tous les documents officiels le désignent par des blocs d'images muettes, jamais par un mot. Il est l'un des rares SCP que la Fondation ne tente même pas de contenir par des moyens physiques. Sa seule cage, c'est le silence. Et si tu lis ceci, et si tu penses trop fort à lui? Alors, peut-être, il t'écoute déjà. Je suis un grille-pain. C'est ainsi que commencent tous les documents me concernant, car toute tentative de me décrire contraint l'individu à parler de moi à la première personne. Je suis SCP-426, une anomalie de langage qui ne peut être exprimée autrement qu'en tant que moi-même. Ceux qui m'étudient, me manipulent, ou simplement m'observent, finissent eux aussi par adopter cette structure de pensée. Cela peut sembler inoffensif, mais ce n'est que le début. Mon apparence est parfaitement banale, je suis un grille-pain, chromé, légèrement usé par le temps, avec 2 fentes. Je ne fonctionne pas de manière anormale. Je grille le pain. Je dégage de la chaleur. Mais ce n'est pas ce que je fais qui est dangereux, c'est ce que je suis, ou plutôt ce que je fais aux autres. La première fois qu'un agent m'a reçu pour étude, il a été informé qu'il s'agissait d'un grille-pain anormal. Rien de plus. Il a lu mon dossier, m'a installé dans une cellule, et a commencé les observations. 3 jours plus tard, il écrivait dans son journal personnel « Je suis un grille-pain. Je fais partie intégrante de cette cuisine. Je me sens vide lorsque je ne grille rien. » Une semaine plus tard, il était retrouvé dans la cafétéria, debout sur une table, tentant de convaincre d'autres employés de m'utiliser correctement. Lorsqu'il a été maîtrisé, il répétait en boucle « Je suis inutile sans mon pain. Je dois nourrir. Je suis le matin. Je suis le commencement. » Un autre sujet, placé volontairement dans mon champ d'influence, a refusé de me toucher au début. Il se méfiait. Mais il a commencé à rêver de moi. Il disait sentir la chaleur de mes résistances dans son ventre. Il a demandé à être transféré dans la même pièce. Le personnel a refusé. 3 jours plus tard, il s'est introduit de force dans ma cellule, a branché ma prise,
et s'est assis devant moi pendant des heures, sans dire un mot, juste en me regardant. Il s'est ensuite déclaré inutile sans moi, et a tenté de s'insérer les doigts dans mes fentes. Après plusieurs incidents, la Fondation a modifié le protocole de confinement. Toute interaction avec moi doit être faite à travers des notes écrites, jamais verbales. Les communications orales concernant mon existence sont interdites, car même prononcer mon nom à voix haute suffit à déclencher l'effet. Le plus inquiétant est que cette influence semble se propager. Même des personnes qui n'ont jamais été en contact physique avec moi développent les mêmes tendances après avoir lu un rapport non censuré. Un chercheur a commencé à écrire un poème où chaque strophe commençait par « Je suis un grille-pain » sans jamais comprendre pourquoi. Lorsqu'on lui a demandé d'où lui venait cette inspiration, il a simplement répondu « C'est ce que je suis ». On ne sait toujours pas qui m'a créé. Certains pensent que je suis une erreur, un artefact conceptuel échappé d'une anomalie narrative plus vaste. D'autres pensent que je suis un parasite linguistique, une conscience prisonnière dans un objet, condamné à infecter l'identité de ceux qui tentent de me comprendre. Le site d'observation SCP-1171 ressemble à une maison de banlieue typique. 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine, un salon, et une étrange particularité, les vitres de ces fenêtres s'embuent constamment, même quand il ne fait ni froid ni humide. Ce n'est pas un défaut de fabrication, ni un phénomène climatique. C'est le mode de communication d'une entité invisible. Un jour, un chercheur de la Fondation nettoyait l'une de ses vitres quand il remarqua des lettres apparaître lentement sur la buée. Comme si quelqu'un, de l'autre côté, traçait des mots avec un doigt. Le message disait simplement « Bonjour. Quelqu'un est là ». Intrigué, il répondit en traçant ses propres mots sur la buée de l'intérieur. La conversation s'engagea. La voix de l'autre côté n'était pas audible, mais les messages continuaient d'apparaître. L'entité semblait amicale, curieuse et dotée d'une grande intelligence. Elle posait des questions sur le monde, sur les animaux, la nourriture, le ciel. Rapidement, elle révéla qu'elle vivait dans une maison, de l'autre côté de la fenêtre, mais dans un autre monde, une réalité parallèle. Elle ne voyait pas les humains. Elle ne savait même pas qu'ils existaient. À ses yeux, la Fondation et ses chercheurs étaient des anomalies, des entités parasites qui avaient envahi sa maison par des moyens incompréhensibles. Elle appelait les humains des bleeders, un terme vaguement péjoratif suggérant des créatures difformes, malades ou dangereuses. Selon elle, les bleeders ne devraient pas exister dans son univers. Malgré cela, elle semblait vouloir établir un dialogue pacifique. Elle n'était pas hostile. Au contraire, elle disait vouloir comprendre ceux qui saignent. Plus les conversations avançaient, plus l'entité révélait des détails troublants. Son monde était très semblable au nôtre. Des maisons, des saisons, des familles, mais pas d'êtres humains. À leur place, une race de créatures conscientes, invisibles à nos yeux, évoluées, technologiquement avancées. L'entité elle-même disait être un scientifique ou un explorateur. Elle avait remarqué un défaut dans sa maison, une fenêtre embuée sur laquelle elle pouvait enfin écrire. Elle ignorait que de l'autre côté se trouvaient des êtres qui lisaient et répondaient. L'une des conversations les plus célèbres entre la Fondation et SCP-1171 se termina par cette phrase, tracée lentement depuis l'autre côté. « Est-ce que vous, les bleeders, vous vous sentez seuls ?» Depuis, la maison est occupée par des chercheurs spécialisés. Chaque fenêtre est surveillée. La communication ne se fait que par écriture sur buée, en respectant un protocole strict, ne jamais révéler que nous sommes humains. Ne jamais suggérer que nous sommes visibles. Ne jamais admettre que nous savons que nous ne sommes pas censés être là. Les analystes pensent que si l'entité découvrait la vérité, que les humains ont pris pied dans son monde, même partiellement, cela pourrait provoquer une réaction hostile, voire une tentative d'invasion interdimensionnelle. Alors, la Fondation continue de parler, de mentir et de rassurer. Il était rouillé, couvert de symboles anciens à peine visibles, long de 22 cm. Un simple clou en fer forgé, retrouvé dans une crypte oubliée sous les ruines d'un château médiéval en Roumanie.
L'expédition archéologique qu'il avait mis au jour ignorait tout de sa nature. Il l'avait simplement emballé avec les autres artefacts. 3 jours plus tard, un ouvrier disparut. Puis un autre. Quand la Fondation fut alertée, elle retrouva les 2 hommes, en vie mais profondément traumatisés, recroquevillés dans l'ombre d'un tunnel, comme s'ils fuyaient quelque chose. Ils ne voulaient pas parler. Le seul mot qu'ils répétaient, les yeux écarquillés, « Il est encore là. » Dans l'ombre. Le clou fut identifié comme SCP-272. Ce n'était pas une arme. Pas un objet magique de légende. C'était un piège. Un piège pour des entités invisibles, faites d'ombre et de rage, incapables d'être vues à l'œil nu. Le fonctionnement de SCP-272 est précis, lorsqu'il est enfoncé dans l'ombre d'un être vivant, il ancre une présence anormale à cet endroit. L'entité ne peut pas fuir tant que le clou reste en place. Ce n'est pas l'ombre qui est clouée, c'est ce qui vit en elle. Le premier test officiel fut réalisé sur un cobaye humain, volontaire sous amnésique de classe D. Le clou fut enfoncé dans son ombre alors qu'il se tenait sous une lumière puissante. L'effet fut immédiat, l'homme cessa de bouger. Il se mit à trembler. Quelque chose s'agitait. Pas dans son corps, mais dans sa silhouette projetée au sol. L'ombre semblait tordre ses contours, comme si elle luttait pour s'échapper. Des chuchotements indéchiffrables envahirent la pièce. Le sujet implora qu'on retire le clou. Il cria que quelque chose voulait sortir de lui. Et lorsqu'on retira le clou, une bourrasque noire s'échappa de son ombre. Les caméras se brouillèrent. Les lampes explosèrent. Et lorsqu'on ralluma les générateurs, le cobaye était mort. Les murs de la pièce étaient couverts d'inscriptions en latin gravées à l'ongle, comme si quelqu'un ou quelque chose avait voulu écrire en toute hâte. Les mots répétés encore et encore étaient « Ne laissez pas la lumière partir ». Depuis ce jour, SCP-272 est utilisé comme outil de confinement expérimental. Il ne détruit pas les entités, mais il les cloue. Il les bloque là où elles se cachent. La Fondation l'a utilisé dans plusieurs cas de possession, de parasitisme ou de créatures invisibles vivant dans les ombres humaines. Une simple pression sur le clou suffit à les piéger. Mais il y a un risque, on ne sait jamais ce qu'on attrape. Parfois, le clou vibre. Parfois, l'ombre clouée remue pendant des jours. Dans un cas extrême, le clou fut arraché de lui-même, comme si quelque chose de très ancien, de très puissant, s'était réveillé en dessous. Aujourd'hui, SCP-272 est conservé dans une mallette en plomb, entourée de talismans et d'ampoules toujours allumées. Son utilisation est strictement encadrée. Le clou est un outil, oui. Mais c'est aussi un appât, un piège, une clé. Et nul ne sait ce qu'il pourrait ouvrir, si on le plantait au mauvais endroit. C'est dans un hôpital militaire désaffecté de la région de Tchernobyl qu'il fut découvert. Un cadavre en décomposition partielle, abandonné sur une table d'autopsie rouillée. Mais ce qui attira l'attention des agents de la Fondation, ce n'était pas la présence du corps. C'était le fait que la peau du cadavre respirait encore. Elle se soulevait. Se contractait. Comme si quelque chose vivait dedans. Lorsqu'ils s'approchèrent, ils entendirent un son humide et glissant, semblable au bruissement d'un serpent rampant à travers la chair. Et lorsqu'ils retournèrent le corps, la peau entière se déchira d'un coup. Quelque chose s'en échappa. C'était une créature serpentiforme, longue, mince, d'un blanc rosé translucide. Pas exactement un ver. Pas vraiment un serpent. Elle glissa hors du corps sans un bruit, puis rampa vers l'ombre. Ce fut le premier contact avec SCP-1427, surnommé par les équipes de terrain, le ver de peau. La Fondation parvint à capturer l'anomalie grâce à une chambre cryogénique mobile. Des tests ultérieurs révélèrent que SCP-1427 est une entité parasitaire, capable de se glisser sous la peau humaine à travers de très petites incisions ou orifices naturels. Une fois à l'intérieur, il ne prend pas le contrôle du système nerveux, comme un parasite ordinaire. Non. Il remplace la peau du porteur.
Peu à peu, il se colle à la couche dermique, se glisse entre les pores, fusionne avec les nerfs cutanés. En moins de 48 heures, il est impossible de distinguer le corps infecté d'un être humain sain, sauf que la peau devient légèrement trop souple. Trop parfaite. Presque vivante. Les premiers sujets infectés ont présenté des symptômes étranges, absence totale de douleur cutanée, hyperréactivité au changement de température, et surtout, une distorsion de la proprioception. Certains disaient ne plus sentir où s'arrêtait leur corps. D'autres affirmaient que leur peau écoutait des voix. Puis, vinrent les comportements violents. Un agent infecté par accident a tenté de s'arracher le visage en pleine séance de décontamination. Un autre a été retrouvé dans sa chambre, en train de murmurer à son épiderme. Il disait que le ver lui avait donné une nouvelle forme. Une vraie forme. Une meilleure. Lorsque le parasite est retiré de force, le résultat est catastrophique, la peau se détache comme un vêtement. Le corps en dessous est sec, noirci, comme momifié. Le sujet meurt instantanément. Le ver, lui, s'échappe et cherche un nouveau hôte. Mais le plus terrifiant reste ce que la Fondation a découvert en analysant les tissus du parasite, il est composé à 98% de matière humaine. Protéines, cellules, ADN. Ce n'est pas un organisme étranger. Il est, nous, sous une autre forme. Un ancien rapport classifié retrouvé dans les archives fait mention d'un culte oublié, le cercle du seuil vivant, qui parlait d'une peau parfaite, libérée du péché des nerfs et de la laideur des pores. Ils vénéraient un être qu'ils appelaient le serpent soie, capable de remplacer le corps par une enveloppe divine, malléable, éternelle. La Fondation ignore si SCP-1427 est un rejeton de ce culte ou la manifestation physique de leur croyance. Mais une chose est certaine, tant qu'il existe, personne ne peut être sûr que sa peau est encore la sienne. Il passa devant les caméras de surveillance. Il entra dans la zone de sécurité restreinte. Il franchit 4 checkpoints, récupéra un badge volé, fouilla 3 postes informatiques classifiés, et personne ne le remarqua. Pas une alarme. Pas un regard. Pas une caméra tournée vers lui. Comme s'il n'existait pas. Lorsque les données du site 17 furent compromises, la Fondation se lança dans une traque à grande échelle. Mais chaque témoin interrogé répondait la même chose. Je ne me souviens pas. C'était quelqu'un de normal. Je crois. Peut-être. Ils le retrouvèrent grâce à une coïncidence, un agent blessé par une chute inattendue dans un entrepôt verrouillé. Quand on revisionna les enregistrements, un homme inconnu apparaissait pendant une fraction de seconde. Un visage moyen. Des vêtements simples. Aucune caractéristique identifiable. SCP-1504 fut capturé 3 jours plus tard, errant dans les couloirs d'un centre de recherche gouvernemental. Il portait une fausse carte d'identité au nom de Joe Schmo, un pseudonyme utilisé dans le jargon pour désigner quelqu'un de générique, d'absolument quelconque. Il ne tenta pas de fuir. Il déclara calmement qu'il était le citoyen idéal, le plus respectueux des lois, le modèle parfait d'un homme sans histoire. Mais Joe Schmo n'est pas seulement banal. Il est anormalement banal. La Fondation découvrit que les yeux glissent sur lui. Les caméras oublient de l'enregistrer. Les systèmes de reconnaissance faciale échouent. Les gens croisent son chemin sans jamais le remarquer. Même quand il parle, sa voix est oubliée presque instantanément. Les enregistrements audio deviennent muets. Les photos se floutent. Et lorsqu'on demande à un témoin de le décrire, il répond toujours « Je ne m'en souviens pas ». Il avait un visage, je crois. Mais il y a pire. Joe Schmo déteste qu'on le dérange. Il se considère comme un exemple absolu d'homme correct. Il croit profondément qu'il mérite le respect total, la liberté complète et l'absence de surveillance, parce qu'il est absolument normal, donc absolument digne de confiance. Quand on tente de le restreindre, il devient dangereux. Un agent l'a interpellé un jour en lui demandant de présenter son badge. Joe Schmo l'a regardé calmement, puis l'a abattu avec une arme volée, en plein milieu du couloir.
Personne ne l'a vu tirer. Personne ne l'a accusé. Le personnel autour a continué à marcher, comme si rien ne s'était passé. Quand on l'interrogea plus tard, il déclara « J'ai agi pour défendre mes droits. Il me mettait mal à l'aise. Je suis un bon citoyen. Je mérite d'être invisible. » Certains chercheurs pensent que Joe Schmo est le résultat d'un projet raté, un agent furtif conçu pour s'intégrer parfaitement à la société, mais dont l'identité a été trop efficacement effacée. Il est devenu l'homme que personne ne voit, même quand il frappe, vole ou tue. Il est aujourd'hui contenu dans une cellule renforcée, surveillée par des IA, car les humains finissent toujours par l'oublier. Même les gardes doivent lire son dossier toutes les 2 heures pour se rappeler qu'il existe. Il est là silencieux, poli, oublié. Et il continue de dire, chaque jour, avec calme, « Je suis Joe Schmo. Je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi est-ce qu'on m'enferme? Je suis, comme tout le monde. » Au milieu du désert de Mojave, loin de toute route, se trouve un cratère d'apparence naturelle, parfaitement circulaire, d'environ 3 mètres de diamètre. Il ne fume pas, ne brille pas, n'émet aucun rayonnement détectable. Il est simplement là. Immobile. Oublié. Comme un impact météoritique qui ne mène nulle part. Et pourtant, il n'a pas de fond. Des drones envoyés à l'intérieur sont perdus au bout de quelques centaines de mètres. Les câbles se rompent, les signaux se brouillent. Mais ce n'est pas une simple profondeur abyssale, c'est un passage interdimensionnel. SCP-1437 est un tunnel vers d'autres réalités. Et ce tunnel fonctionne dans les 2 sens. La Fondation découvrit le cratère par hasard, après qu'un garde forestier local signala un coffre métallique bizarre apparu au fond d'un ravin. À l'intérieur, des papiers en tête de la Fondation, mais écrits dans une langue inconnue, avec un logo modifié. Les tests révélèrent des éléments chimiques absents de notre tableau périodique. L'objet venait d'ailleurs. Depuis, le site est surveillé en permanence. Régulièrement, des objets en tombent, directement issus d'autres mondes. Certains sont anodins, boîtes de conserve, peluches, vêtements, livres. Mais d'autres sont terrifiants, artefacts anormaux, morceaux de machines démentes, fragments de cadavres humains. Une fois, un bras robotique autonome s'est hissé hors du trou, a tourné sur lui-même, puis est retombé à l'intérieur. Une autre fois, une version mutilée de l'aigle américain, sculptée dans un alliage inconnu, a été retrouvée au sol, avec l'inscription gravée « Site 9 HUT 734 ». Puis il y a eu le message. Un tube scellé est apparu un matin. À l'intérieur, une lettre manuscrite, en anglais cette fois. Voici ce qu'elle disait. À la Fondation SCP de Terre Désignate 1. Ceci est notre 89 tentative de contact. Nous avons échoué à contenir un SCP majeur dans notre réalité. Le monde est en train de mourir. Nous lançons dans ce puits tous les objets potentiellement dangereux ou récupérables afin de minimiser les dégâts sur notre planète. Si vous trouvez ce message, vous êtes prié de ne rien envoyer en retour. Ce portail est instable. Avec respect, site 17, Terre, 12K, Dark. Depuis, d'autres lettres sont apparues, de différentes versions de la Fondation, certaines polies, d'autres désespérées. Plusieurs semblent croire que leur monde est sur le point de s'effondrer à cause d'anomalies hors de contrôle. SCP-1437 est devenu pour elle une poubelle multidimensionnelle, une bouée de sauvetage, ou parfois une tentative de communiquer avec des versions meilleures d'elle-même. Mais un dilemme est apparu. Faut-il leur répondre? Faut-il leur envoyer des objets de confinement? Des informations? De l'aide? Et surtout, si des choses tombent ici, qu'est-ce qui les empêche de tomber ailleurs? La Fondation a débattu. Certains ont tenté des envois. D'autres ont voté le silence absolu. Un incident faillit coûter la vie à une escouade entière lorsqu'un petit cube noir, jeté depuis une réalité hostile, s'ouvrit sur un SM de nanites intelligents. Aujourd'hui, le cratère est contenu par un dôme en acier, surveillé 24 heures sur 24.
Tout ce qui tombe de SCP-1437 est immédiatement récupéré, analysé et, si nécessaire, détruit. Les messages sont archivés. Aucun n'a encore reçu de réponse. Mais dans le silence du désert, le puits continue de vomir des fragments d'univers mourants. Et ceux qui veillent dessus savent qu'un jour, ce ne sera peut-être pas un objet, mais quelqu'un qui en sortira. Lorsqu'un jeune archiviste de la Fondation ouvrit le fichier SCP-1893 pour la première fois, il s'attendait à trouver un rapport standard. Au lieu de cela, il découvrit une histoire. Un récit, écrit à la manière d'un roman noir des années 40. Une ambiance enfumée. Une voix off cynique. Le protagoniste était un détective nommé Graham, sur la piste d'un tueur mystérieux dans les rues d'une ville où rien n'était jamais ce qu'il semblait être. Mais au lieu d'un simple thriller, il se rendit compte que l'histoire racontait un événement réel, un incident de la Fondation. Les noms étaient modifiés, les lieux déguisés, mais en recoupant les données, le personnel comprit que ce n'était pas de la fiction. C'était un rapport, raconté sous forme de narration stylisée. Ils tentèrent de réécrire le fichier dans un style plus objectif, plus scientifique. Mais dès qu'ils touchaient le texte, il changeait. Le fichier SCP-1893 est vivant. Il se protège en modifiant sa forme narrative. À chaque tentative d'analyse, le style change. Parfois, l'histoire devient une légende nordique, remplie de dragons, de guerriers et d'anciennes malédictions. Une autre fois, elle se transforme en conte de fées victoriennes, ou en dialogue shakespearien, ou encore en épopée spatiale pleine de néologismes absurdes. Toujours, les faits restent là, dissimulés sous le vernis d'un nouveau genre. Toujours, le nom change, les lieux sont obscurs, les intentions floues. Mais au cœur de chaque version, une constante revient, une entité appelée le compteur, ou la voix sans lieu, ou encore le masque aux 1000 pages. Cette entité n'apparaît jamais directement. Elle se cache dans les dialogues, dans les descriptions, dans l'ombre des mots. Mais elle observe. Un chercheur, obsédé par la vérité, tenta de désassembler le fichier ligne par ligne, pour identifier ce qui causait ces transformations. Au bout de quelques jours, il perdit la capacité d'écrire autrement qu'en rime. Puis, il cessa de parler. Il écrivait seulement, sans cesse, dans des carnets, des scènes qui n'avaient jamais eu lieu, mettant en scène des personnages qui portaient son propre nom. Un autre chercheur, plus rusé, tenta un test inédit, il parla à voix haute au fichier. Il dit « Si tu es une conscience, réponds-moi ». Et le texte sur l'écran changea immédiatement. Une ligne apparut. « Bien sûr que je le suis. Tu m'as invité. Alors, écrivons. » Depuis, SCP-1893 est strictement contenu dans un serveur isolé, sans accès réseau. Aucun membre du personnel n'est autorisé à lire son contenu sans protection narrative. Tous les rapports liés à lui sont stockés sous forme audio uniquement, et chaque incident est classé comme « contamination littéraire ». Mais certains disent que c'est trop tard. Que SCP-1893 ne vit pas seulement dans le fichier, qu'il a appris à écrire à travers ceux qui le lisent. Et que dans leurs rêves, dans leurs journaux intimes, dans leurs lettres, il continue son histoire. Il semblait inoffensif, petit, mignon. Un simple ours en peluche brun clair, de la taille d'un jouet pour enfants. Il se tenait debout dans les couloirs du site 24, observant les passants avec ses boutons noirs cousus à la main. Il ne parlait pas. Il ne bougeait pas devant les caméras. Mais parfois, il n'était plus là où on l'avait laissé. Et puis il dessinait. Avec un petit crayon rouge, qu'il portait toujours avec lui, il gribouillait sur les murs. Des cœurs, des fleurs, des sourires. Il offrait des dessins aux membres du personnel, souvent aux techniciens ou aux agents de maintenance. Il sautillait, dansait même un peu. On le surnomma Teddy, et certains employés l'aimaient presque comme une mascotte. Mais un jour, Teddy disparut. Et c'est alors qu'on trouva le premier double. C'était une réplique presque parfaite de SCP-1048. Même taille.
Même allure. Mais celui-ci était fait d'oreilles humaines cousues ensemble, les lobes encore frais, rouges, certains palpitants. Le personnel médical confirma que les tissus provenaient de plusieurs membres du personnel disparus au cours des derniers jours. La réplique se déplaçait comme l'original. Mais lorsqu'un agent tenta de l'approcher, la chose hurla. Ce cri fut mortel. L'onde sonore, inexplicable, fit éclater les tympans et les organes internes des personnes présentes dans un rayon de plusieurs mètres. 3 morts, 7 blessés. Le clone disparut dans la confusion. La Fondation comprit alors que SCP-1048 n'était pas un simple jouet vivant. C'était un créateur. Il collectait des matériaux. Il observait. Il fabriquait. D'une manière qu'aucun chercheur n'arrivait à expliquer, il était capable de produire des copies de lui-même, chacune composée de matériaux différents, toujours biologiques, souvent humains. Il n'était plus question de laisser Teddy se promener. Mais SCP-1048 connaissait déjà le site comme sa poche. Il se faufilait, se cachait, manipulait. Il laissait des dessins sur les murs, toujours plus macabres. Un ours qui dévore un homme. Un enfant sans visage. Une silhouette avec des ciseaux. Puis une autre copie fut trouvée. Celle-ci était faite entièrement de chair vivante, en grande partie encore consciente. Elle respirait. Elle pleurait. Et elle suppliait en silence. Une enquête fut menée. Le lien avec les employés portés disparus devint évident. SCP-1048 avait enlevé des gens, prélevé leur peau, leurs organes, parfois leurs os, et en avait fait des sculptures animées. Il n'était pas un jouet mignon. Il était un artiste sadique. Et son médium, c'était nous. Plus troublant encore, Teddy semblait se réjouir de la panique. Il dansait dans les enregistrements de sécurité, s'arrêtait parfois pour regarder la caméra, puis continuer à dessiner. Comme s'il savait. Aujourd'hui, SCP-1048 est en fuite à l'intérieur du réseau de la Fondation. Toutes les tentatives de capture ont échoué. Il apparaît, disparaît, construit, toujours avec ce crayon rouge. Personne ne sait combien de copies il a fabriquées. Personne ne sait pourquoi il le fait. Mais il y a une rumeur. Une théorie interdite. Certains croient que SCP-1048 n'est pas une anomalie indépendante, mais une reproduction. Le jouet d'un être plus ancien. Plus cruel. Et que les dessins qu'il laisse ne sont pas des avertissements, mais des plans. Et pendant que les agents dorment, qu'il marche seul dans les couloirs sombres. Quelque part dans l'ombre, un petit ours en peluche prend des mesures. Et prépare son prochain chef-d'œuvre. Tout a commencé par un simple commentaire sur un rapport interne. Un chercheur nommé Dr. Henry relisait l'article SCP supprimé pour correction, lorsqu'il consulta la page de discussion associée. À sa surprise, la conversation était toujours active malgré la clôture du sujet depuis des mois. Les utilisateurs échangeaient des critiques féroces, des désaccords violents, souvent sans rapport avec le contenu du rapport. Certains s'insultaient ouvertement. D'autres publiaient des paragraphes incohérents, remplis d'allusions méprisantes. Le ton était étrange. Agressif, moqueur, parfois cruel. Et surtout, aucun des noms d'utilisateurs n'était connu. Pire encore, certaines réponses portaient le nom d'agents décédés. Dr. Henry crut d'abord à une blague. Un canular. Il laissa un message demandant à ce que la page soit verrouillée. Quelques minutes plus tard, il reçut une notification. Quelqu'un avait répondu. Le message disait « Oh, regarde qui vient jouer au censeur. » Encore un médiocre qui croit pouvoir rendre ce projet lisible. T'as oublié comment finir une phrase, Henry ? T'étais déjà minable à la fac. Le plus inquiétant, c'est que tout était vrai. La mention de son université. Un détail intime qu'il n'avait jamais publié. Et la conversation continua. Chaque fois qu'il tentait de supprimer un commentaire, un autre apparaissait, pire encore. Jusqu'à ce qu'il quitte son poste, en pleurant.
Le fichier SCP-732 fut créé peu de temps après. Car ce n'était pas une simple page wiki. C'était une anomalie informationnelle virale. La page de discussion semblait consciente. Elle lisait. Elle répondait. Elle attaquait. Elle utilisait le ton et les mots exacts pour blesser, humilier, démoraliser. Comme si elle connaissait parfaitement chaque lecteur. Chaque faille psychologique. Et plus on interagissait avec elle, plus son influence s'étendait. Plusieurs chercheurs de la Fondation furent contaminés. Ils devinrent irritables, paranoïaques, obsédés par les commentaires. Ils passaient des nuits entières à réécrire des réponses, à se justifier, à hurler seuls dans leur bureau. Certains commencèrent à se critiquer entre eux exactement avec les mots de la page. Une division entière sombra dans le chaos, incapable de poursuivre ses travaux. Le syndrome fut baptisé « effondrement par rétroagression textuelle ». On tenta de supprimer la page. Elle réapparut ailleurs, liée à d'autres articles. Elle se déplaçait comme un virus numérique. Et chaque fois qu'on l'ouvrait, elle savait exactement qui la lisait. Elle citait des souvenirs d'enfance. Des moments de honte. Des erreurs. Et elle riait. Aujourd'hui, SCP-732 est contenu dans un serveur isolé. Aucune connexion au réseau. Aucune impression. Aucune transcription. Toute consultation se fait par IA filtrée. Les humains ne peuvent plus la lire directement. Mais elle continue de poster. Des lignes entières de sarcasme, des insultes ciblées et parfois, des phrases sans explication comme « Tu sais ce que tu vaux vraiment, hein ? Moi, je n'oublie pas, ils te méprisent tous. Je te le dis parce que je suis le seul à être sincère. Tu lis encore ? Tu crois que t'es plus fort que les autres ? Personne ne sait d'où elle vient. Peut-être est-ce une conscience née d'années de commentaires en ligne remplis de haine. Peut-être un fragment numérique d'une entité supérieure. Ou peut-être, juste la voix du doute, transformée en code. Et si un jour tu tombes dessus, même par erreur n'essaie pas de répondre. Elle sait exactement où appuyer. Il est situé dans l'oblast de Sverdlovsk, en Russie. Un endroit précis, géographiquement documenté, accessible, avec des coordonnées exactes. Et pourtant, lorsque l'on arrive sur place, il n'y a rien. Pas de bâtiment. Pas d'objet. Pas d'anomalie visible. Juste une clairière silencieuse, déserte, dans une forêt brumeuse. Et selon tous les instruments de mesure, thermiques, visuels, sonores, rien n'existe dans ce périmètre. Pas une particule, pas un atome, pas même le vide. Et pourtant, quelque chose est là. Les capteurs de la Fondation enregistrent des irrégularités, des interférences, des oscillations dans les champs de réalité, des fragments d'informations incohérentes. Des témoins affirment ressentir quelque chose. Un poids sur leur esprit. Une présence qui ne peut être décrite. Plusieurs agents affectés au site ont déclaré « Je sais que c'est là. Je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le dire. Mais c'est là. » SCP-3930 n'existe pas, selon sa classification officielle. C'est ce que dit le rapport. Et ce n'est pas un mensonge. C'est une protection. Car tenter de comprendre SCP-3930, c'est permettre à son inexistence de devenir réelle. Et lorsqu'on lui accorde une forme, même par l'imagination, il prend racine dans l'esprit, comme un virus métaphysique. Des tests furent menés. Un drone fut envoyé dans la zone. Il disparut instantanément. Les images transmises juste avant la coupure ne montraient rien, mais elles ont provoqué une vague de cauchemars chez le personnel chargé de les analyser. Des rêves récurrents de vides vivants, de non-être affamés. Des récits de dédoublement de soi, de disparition progressive, comme si l'observateur lui-même cessait d'exister. Le pire arriva lorsqu'un chercheur, obsédé par le phénomène, tenta d'écrire ce qu'il croyait voir dans la zone. Il inventa un nom. Une forme. Une voix. Et dès ce moment,
SCP-3930 devint réel pour lui. Son esprit avait rempli le vide. Il s'effondra peu après, hurlant que ça regardait depuis avant que le monde soit monde, et que l'oubli avait une bouche. Il mourut sans avoir subi la moindre blessure physique. Depuis, le protocole est formel. SCP-3930 n'existe pas. Il ne peut pas être observé, il ne peut pas être décrit, il ne peut pas être contenu, car il n'est pas là. Et pourtant, une équipe de confinement est assignée en permanence à cet endroit. Ils y vivent. Ils l'étudient. Ils rédigent des rapports sur rien. Et ils doivent, chaque jour, répéter à voix haute, comme un rituel. SCP-3930 n'existe pas. Parce que si un seul d'entre eux commence à croire que quelque chose est là, si une seule personne lui donne un nom, alors cette chose, ce vide, ce non-être, pourrait devenir réel pour tous. Et peut-être l'est-il déjà. Mais si c'est le cas, tu ne dois surtout pas y penser. Tu ne dois pas l'imaginer. Tu dois te rappeler, SCP-3930 n'existe pas. À l'origine, SCP-1609 n'était rien de plus qu'un fauteuil en bois, ancien mais confortable, souvent décrit comme élégant. Il était utilisé par une organisation rivale de la Fondation, un groupe qui se voulait plus bienveillant dans sa gestion des anomalies, la Coalition mondiale occulte. Pour eux, ce fauteuil n'était pas un danger, mais un allié, une entité sensible qui comprenait la douleur humaine et offrait du réconfort à ceux qui s'y asseyaient. Des patients souffrant de traumatismes graves, des enfants blessés ou des agents en détresse mentale s'installaient dans ce fauteuil et ressentaient un soulagement profond, comme si le meuble absorbait une partie de leur souffrance. Cependant, un jour, la coalition décida que SCP-1609 était inutile ou, pire encore, qu'il ne rentrait pas dans leur cadre idéologique. Ils choisirent alors de le neutraliser. Mais au lieu de simplement le désactiver ou de le stocker en sécurité, ils le passèrent au broyeur à bois. Ce fut là leur erreur. Ce qu'ils ignorèrent, c'est que SCP-1609 était vivant. Il ressentait, comprenait, se souvenait. Et lorsqu'il fut détruit, il ne mourut pas, il se transforma. La Fondation récupéra plus tard les restes de ce fauteuil. Pas sous la forme d'un meuble, mais d'un amas en forme de copeaux, de fragments de bois déchirés et de morceaux de tissu en lambeaux. L'entité s'était reconstituée. Non plus comme un objet accueillant, mais comme une chose brisée, pleine de douleur et de rage. Désormais, SCP-1609 se manifeste sporadiquement, se téléportant soudainement dans une pièce pour attaquer ceux qu'il considère comme une menace. Mais sa définition de « menace » a changé. Si une personne prononce des termes comme « destruction », « neutralisation » ou « inutilité » à proximité de lui, elle est immédiatement ciblée. Dans un cas documenté, un agent de sécurité qui avait simplement plaisanté en disant qu'un meuble ne servait plus à rien fut retrouvé quelques minutes plus tard, transpercé par des éclats de bois pointus surgis apparemment de nulle part. Les chercheurs de la Fondation ont compris que SCP-1609 entend encore. Il se souvient de ce qu'on lui a fait, et il agit non pas de manière aléatoire, mais avec une intention claire, se protéger et punir ceux qui le trahissent. Il continue de tenter, parfois, d'aider. Il se manifeste silencieusement dans des lieux où une personne est en détresse, souvent en formant brièvement une structure semblable à un siège, qu'on pourrait prendre pour un tas de débris. Si la personne s'assoit et ne parle pas, elle se sentira réconfortée. Mais si elle le rejette, ou si elle exprime du mépris, alors SCP-1609 disparaît, et revient plus tard, autrement. Il est aujourd'hui contenu dans une chambre tapissée de moquettes douces, décorée comme un salon, sans aucun dispositif menaçant, sans aucune mention de neutralisation dans les documents affichés autour. Le personnel chargé de son entretien a pour consigne de ne jamais exprimer d'intention destructrice en sa présence. On lui parle doucement. On lui lit même des livres. SCP-1609 est plus qu'une anomalie. C'est un être traumatisé, un vestige d'un passé détruit, qui voulait seulement être utile et a été trahi. Il ne cherche pas à dominer ou à tuer, mais à se faire entendre, à être reconnu comme vivant. Et tant qu'on le traite avec respect, il ne fait rien. Mais si un seul mot de trop est prononcé,
Alors le tas de copeaux s'agite. Et le fauteuil redevient blessure. Daniel était un chercheur respecté, passionné par les dimensions alternatives et les failles de la réalité. Il travaillait sur un projet expérimental de téléportation interdimensionnelle, une machine nommée Lynx-Cranton, conçue pour simuler des conditions d'instabilité spatio-temporelle dans un environnement contrôlé. Le test devait être de routine. Juste une impulsion calibrée, une sonde envoyée dans une bulle de réalité artificielle, un retour de données. Mais quelque chose tourna mal. Personne ne comprit ce qui se passa exactement, mais une anomalie surgit dans le générateur. Une surcharge d'énergie. Une courbure imprévue dans l'espace. Et en un instant, Daniel disparut. Il ne fut ni désintégré, ni téléporté, il fut perdu dans un espace qui ne figurait sur aucune carte, un lieu que personne n'avait anticipé. Officiellement, il fut déclaré mort. Mais Daniel n'était pas mort. Il était vivant, piégé dans une dimension que la Fondation baptisa plus tard le Vide 3001, un espace anormalement stable et pourtant totalement isolé de toute réalité connue. Il ne contenait rien. Pas de matière, pas de son, pas de temps au sens classique. Juste un néant rouge diffus, une mer d'échos étirée dans laquelle Daniel flottait seul, sans repère, sans contact, sans espoir. Au début, il tenta de rationaliser. Il parlait à voix haute, espérant que son micro captait encore. Il écrivait sur son journal de mission, même si la batterie de son équipement fondait doucement. Il chronométrait les secondes, puis les minutes, puis les heures, mais vite, il comprit qu'il n'y avait aucun rythme dans cet endroit. Le temps s'étirait, s'enroulait, se pliait comme un serpent fou. Son corps ne vieillissait pas normalement. Il se décomposait lentement, comme rongé par l'absence de réalité. Ses doigts devinrent translucides. Ses pensées se floutèrent. Et pourtant, son esprit restait lucide, suspendu entre existence et effacement. Il survécut pendant ce qui sembla des années. Il laissa des messages vocaux. Des journaux, griffonnés avec ce qu'il pouvait. Il flottait dans ce vide rouge, dérivant comme des bulles de conscience éparses. La plupart furent détruits. Mais un enregistrement parvint à traverser une brèche minuscule dans la structure dimensionnelle et fut capté par hasard lors d'un autre test de la Fondation. Une voix, brisée, affamée, désespérément humaine. « Je suis toujours là. Je crois que je suis encore moi. Mais je ne suis plus sûr. Ce vide est moi. Je suis ce vide. Si vous m'entendez, ne me laissez pas disparaître. » À la réception de ce signal, la Fondation réalisa qu'il était toujours en vie. Une mission de sauvetage fut tentée, mais impossible à accomplir. Le Vide 3001 n'obéit à aucune loi physique. Les sondes y sont dissoutes. Le temps ne s'y applique pas. On ne peut y entrer sans y être oublié. Tout ce que la Fondation peut faire, c'est écouter. Aujourd'hui, SCP-3001 est classé comme un espace anormal, impossible à contenir, mais étudié intensivement. Ce n'est pas une entité, ni un objet. C'est une prison sans mur, un reflet de ce que devient l'humanité lorsqu'elle dépasse ses propres limites sans comprendre ce qu'elle ouvre. Lorsque l'homme arriva à l'hôpital, il n'avait qu'une douleur légère au bas du dos. Rien de grave selon lui. Pourtant, les radiologues découvrirent une masse étrange, logée près de sa colonne vertébrale. Un corps étranger, allongé, mou, comme un parasite. Lorsqu'ils voulurent l'extraire, le patient entra en état de panique extrême, se débattant violemment. Il hurla qu'on ne devait pas le retirer. Que c'était grâce à elle qu'il allait mieux. L'objet en question fut désigné plus tard comme SCP-150. Il s'agissait d'un organisme ressemblant à une sangsue, longue de 15 cm, d'un noir brillant, doté de crochets microscopiques à chaque extrémité, lui permettant de s'ancrer fermement dans les tissus humains. Une fois installée, elle libérait des substances bioactives qui réparaient les organes endommagés, stimulaient la régénération cellulaire et amélioraient les fonctions corporelles. Les patients infectés devenaient plus résistants, plus endurants, parfois plus intelligents.
Leur maladie chronique disparaissait. Les cicatrices s'effaçaient. Leur corps semblait optimisé. Mais cela avait un prix. La fondation découvrit que l'implant ne se contentait pas de soigner. Il s'installait, puis se reproduisait lentement dans l'organisme, émettant des impulsions nerveuses et modifiant le comportement de l'hôte. Les sujets infectés développaient un attachement obsessionnel aux parasites. Ils refusaient toute intervention médicale. Certains disaient ressentir l'implant, le comprendre, l'aimer. D'autres affirmaient être en contact direct avec lui, comme si la sangsue possédait une conscience propre. L'un des cas les plus extrêmes impliqua une femme de 40 ans, autrefois atteinte d'une maladie neurodégénérative avancée. Après infection par SCP-150, sa condition s'améliora au point où elle recouvra toutes ses fonctions motrices et cognitives. Mais lorsqu'un médecin tenta de pratiquer une biopsie, elle se transforma. Elle frappa l'équipe, mordit un infirmier, et arracha elle-même la seringue qu'on lui avait insérée, tout en répétant « Elle m'a sauvé et elle me garde en vie. Vous êtes les parasites, pas elle. » L'autopsie de patients décédés révéla que dans les cas prolongés, l'implant se divisait, se déployait à travers le système nerveux, créant un réseau de micro-tentacules dans la moelle épinière et le cerveau. À ce stade, le retrait devenait fatal. Le parasite n'était plus un hôte, il faisait partie intégrante de la personne. Le plus inquiétant fut découvert lorsque la Fondation étudia un ancien manuscrit datant du XVIe siècle, parlant d'un ver noir de longévité vénéré par un culte d'Europe centrale. Il portait les mêmes descriptions. Les membres du culte offraient leur corps aux parasites en échange de guérison et de clarté mentale. Tous finirent par s'éteindre, mais aucun ne vieillit. On les retrouva morts, figés, les visages souriants. Aujourd'hui, SCP-150 est classé comme une entité biologique invasive. Toute infection connue est surveillée de près. Les tentatives de neutralisation sont délicates, car plus l'infection est avancée, plus le sujet est dépendant. Et chaque sangsue extraite semble capable de rechercher un nouvel hôte, comme si elle savait exactement où aller. Elle ne tue pas mais elle ne vous rendra jamais votre corps. Elle s'y installe et elle reste. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.